Livres en partage, une émission de Radio Web UTL coordonnée par Alain Capdegel, animée aujourd'hui par Jean-François Lenaille et Jean-François Soulet. Alors merci Jean-François Lenaille d'avoir accepté de parler d'un ouvrage que vous n'avez pas écrit mais que vous avez lu. Donc je rappelle, même si vous êtes connu des auditeurs de Radio Web UTL, puisque vous nous avez accordé un entretien, que vous êtes au départ archiviste paléographe, ancien directeur des archives départementales et auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire, mais aussi sur la toponymie des sites haut-pyrénéens. L'ouvrage dont je souhaiterais que vous rendiez compte brièvement, c'est un ouvrage de Jean-Louis Massour qui s'appelle, dont le titre est Dictionnaire gascon de la Haute-Bigorre, un gros ouvrage de 600 pages. C'est un dictionnaire, donc il y a, je crois, 4200 articles. C'est donc un travail très, très approfondi. Jean-Louis Massour est connu, en Bigorre notamment, puisqu'il a lui aussi publié pas mal sur le gascon, les origines, les parlers couseranais aussi, mais également des ouvrages, on peut dire, de vulgarisation sur le pays Toy, dont il est originaire et qu'il affectionne. Donc, ce nouvel ouvrage de Jean-Louis Massour, comment on pourrait le qualifier ? Il y a une belle préface de Jean-Pierre Chambon qui dit « C'est une étape nouvelle de la lexicographie gasconne ». Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait sa nouveauté ? Est-ce la collecte qui est particulièrement riche ? Est-ce la méthodologie ? Jean-François Lenaille. Oui, je pense que c'est la méthodologie d'abord qui en fait quelque chose de nouveau, parce que les dictionnaires gascons, ce n'est pas le premier, bien sûr, ils sont pas si nombreux que cela, mais enfin, il y a, si vous voulez, le dictionnaire, l'ancien dictionnaire de Lespie et Raymond, un dictionnaire du Béarnais, et puis il y a surtout du Béarnais, le Béarnais étant quand même appartenant pleinement au gascon. Et surtout, il y a le dictionnaire de Palaille, qui a paru la première édition dans les années 30, puis qui ensuite a été réédité par le CNRS à partir des années 60, et qui est un ouvrage extrêmement important, c'est un dictionnaire très volumineux, je veux dire, qui contient un très très grand nombre de mots. Alors, dans ces deux travaux qu'on évoque, Lespie et Raymond, et ensuite Palaille et ses collaborateurs, ce sont des travaux qui sont datés, dans la mesure où la lexicographie, c'est-à-dire la lexicographie, c'est finalement la technique du dictionnaire, tout simplement, hein, c'est l'art d'établir un dictionnaire. Eh bien, la vision qu'on a de la langue et des mots a évidemment évolué comme toute science depuis la fin du 19e et puis depuis les années 30 et même les années 60. Donc c'est un nouveau travail qui est beaucoup plus, beaucoup plus précis, beaucoup plus centré, dont le territoire, puisqu'il s'agit là de ce que... Oui, qu'est-ce qu'on appelle la Haute-Bigorre ? Là, en l'occurrence, ce qu'on peut appeler la Haute-Bigorre, c'est un terme, je crois, qui a été un peu mis à la mode, entre guillemets, par Xavier Ravier, pour désigner la partie montagneuse de la Bigorre. Mais plus précisément, quand même, parce que la partie montagneuse, c'est aussi le Haut-Adour, oui. Plus précisément, les Hautes-Vallées du Lavedan, hein, c'est-à-dire les Hautes-Vallées du Gave en amont de Lourdes. Le Val d'Azun est inclus ? Oui, le Val d'Azun fait partie pleinement de la Haute-Bigorre, si vous voulez. C'est les 7 vallées traditionnelles, dont Barège est la plus au sud, et peut-être
elles sont toutes personnalisées fortement, mais enfin Barège a une personnalisation quand même qui est vraiment particulière, qui est vraiment spéciale. Et c'est surtout donc la langue la langue. Ce sont surtout des mots employés en vallée de Barège, connus intimement par Jean-Louis Massour, de par son existence, ses racines, sa famille, ses liens avec ce pays. Ce sont surtout donc des mots de la vallée de Barège qu'il a présentés dans ce dictionnaire. Oui, mais j'aimerais savoir quand même exactement comment on fait un livre pareil, comment se fait la collecte. Vous venez de me dire qu'il avait certainement beaucoup emprunté à son expérience personnelle, mais pas uniquement, non? Est-ce qu'on fait des enquêtes systématiques? Est-ce que... Je ne sais pas, voyons. Eh bien, je pense qu'il y a... je pense qu'un linguiste... a d'abord l'intelligence, l'attention, évidemment, portée déjà sur sa propre langue, sur les connaissances intimes qu'il peut avoir. Donc il est susceptible déjà de tirer, je dirais, de sa propre expérience, de sa propre intelligence, il est évidemment susceptible de d'extraire en quelque sorte ce patrimoine. Mais par ailleurs, il a fait évidemment des enquêtes, il a confronté son savoir ou ses savoirs à ceux d'un certain nombre de témoins de la vallée. Il a par ailleurs une connaissance évidemment des ouvrages antérieurs. Et j'imagine qu'il a dû confronter aussi avec les autres dictionnaires, avec une production dont je n'ai pas parlé, parce que ce n'est pas un dictionnaire, mais qui est quelque chose un travail énorme, c'est l'Atlas linguistique de la Gascogne. De Ségui. Voilà, qui a été dirigé par le professeur Ségui, avec un assez grand nombre de collaborateurs. Nous avons le temps d'en dire un petit mot. Oui, parce que... Oui, c'est quelque chose de... Alors là, c'est un travail purement scientifique, évidemment, et qui n'est pas du tout destiné au grand public. C'est un atlas, c'est d'ailleurs qui prend place dans toute une collection qui avait été inaugurée... je ne me rappelle plus la date, mais c'est fin 19e, sur l'Atlas linguistique de la France, de Gilliéron et Edmond, donc, qui consistait à localiser sur des cartes géographiques la façon dont on appelait, dont on prononçait, évidemment, dont on appelait telle ou telle réalité, ou telle réalité... je dirais de langue au point de vue syntaxique, si vous voulez, des phrases, et évidemment des mots, des termes désignant la vie quotidienne, en architecture, en techniques agricoles, en vêtements, les relations humaines, enfin bon, tout ce qui... donc l'atlas linguistique consistait donc géographiquement à pouvoir confronter ces réalités de langue. Et les linguistes, enfin à partir de la fin des années 30, je crois, ont entrepris de préciser ce grand dictionnaire, ce grand atlas linguistique de la France par région. Donc il y en a eu un en Auvergne, il y en a eu un en Languedoc, il y en a eu un en Bretagne, il y en a eu... Et Ségui a dirigé celui de la Gascogne à partir du début des années 50. Juste une question qui pour vous apparaîtra peut-être ridicule, mais pourquoi il y a des mots très différents pour désigner les mêmes choses entre deux villages voisins? D'où ça vient? Comment l'expliquer? C'est d'abord au départ une simple déformation, et puis cette déformation est entérinée par d'autres personnes du village, non? Comment ça se passe d'après vous? Bon, moi je ne connais pas bien ce mécanisme. Moi je ne suis pas linguiste, je suis plus précisément ou plus simplement, je me suis intéressé à la langue à travers l'écrit, donc ça c'est différent. Mais
je dirais, je ferai une réponse un peu banale et qui peut-être n'est pas justement scientifique. Bon, je pense que d'abord, il y a dans ces parlers qui ne sont pas officiels, qui ne sont pas officialisés, qui ne sont pas enseignés, donc, l'usage fait que une même réalité qui a pu connaître des synonymes, qui a pu se traduire par des mots différents, eh bien, selon les localités, effectivement, selon les lieux, ou les régions, ou les pays, les petits pays, les vallées, on a pu, par le simple jeu de la tradition, isoler, enfin choisir finalement tel ou tel terme, tel ou tel mot, et que du point de vue alors plus généralement linguistique, dans les tournures grammaticales, l'emploi même la syntaxe et surtout les formes verbales, là il y a évidemment tout un jeu de différenciation, je crois, dont on peut penser qu'il est dû en partie au souci d'identification, oui, c'est très intéressant. De distinction. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut expliquer. Alors, l'équipe de Segui a travaillé là-dessus. Je crois qu'il y a des choses très importantes qui ont été publiées. Mais enfin, c'est vrai qu'on le voit à l'usage aussi. Quand on s'intéresse à une communauté, je pense à une communauté de montagne, pour peu qu'elle soit un peu étendue, je l'avais constaté dans le cas de Campan, mais enfin encore une fois, je crois que tout ça est très banal, c'est d'abord c'est vécu sans doute par un certain nombre de gens et ça a été observé. Il y a des différenciations par quartier simplement, et sinon par famille, ou par groupe, ou par hameau. Il y a, alors ça n'est pas systématique, c'est pas gigantesque, mais ce sont des détails souvent mineurs, de forme de parler ou encore une fois, de lexique, de choix de termes, qui permettent finalement de se distinguer, consciemment ou non, au sein d'une population, quoi. Pour revenir à l'ouvrage de Jean-Louis Massour, mais on n'en était pas loin en parlant de l'Atlas de Segui, quelle est la place dans la collecte pour faire ce dictionnaire gascon de la Haute-Bigorre? Quelle est la place, d'après vous, de la toponymie? Est-ce que ça joue un rôle dans l'enquête? Eh bien, c'est un souci de Jean-Louis Massour qui s'intéresse beaucoup aussi à cette discipline, ce champ d'études. La toponymie, évidemment, est faite de mots, qui, à l'origine, étaient des mots compris, des mots, des noms, enfin des mots, oui, devenus noms propres, qui avaient un sens et qui étaient compris par ceux qui l'employaient, puisqu'avant tout, la toponymie, c'est là aussi un outil d'identification des lieux et de communication entre ceux qui pratiquent ces lieux. Enfin, tout ça est très banal, mais il faut le rappeler aussi, parce que c'est quand même, à l'origine, c'est une façon finalement de familiariser l'homme avec le paysage de vie, l'espace de vie, qui est tout à fait, qui est banal, mais qui aujourd'hui est oublié, parce qu'aujourd'hui la toponymie relève elle relève de la carte, de l'enregistrement administratif, etc. Alors, le souci je crois, de Jean-Louis Massour a été aussi d'identifier dans la toponymie de la vallée qu'il connaît, sur laquelle il travaille en ce moment, de rapprocher cette toponymie évidemment de son lexique. Et vous avez là des noms qu'on va retrouver. Enfin, c'est banal, mais j'imagine que toutes les désignations, évidemment, Donnez un exemple, du terrain, il faut que je trouve. Mais voilà, par exemple, alors je ne sais pas s'il là pour le coup, il ne cite pas, mais
Voilà des termes qu'on trouve en toponymie. Esquillo. Esquillo, c'est le dos, c'est l'échine. Bon, ben, on trouve ce mot employé pour désigner des collines. Exactement, oui. Le Schiodazze, c'est l'échine, c'est le dos d'âne. Estanco, petite digue amovible, c'est une dalle d'ardoise qu'on plante, etc. Bon, ben, estanco, c'est un terme qu'on trouve aussi en toponymie. Enfin, il y a forcément, voilà, je tombe sur la crao, oui. La chèvre, ah, oui. Et le cravotte, le chevreau. Oui, oui. Bon, ben, évidemment, on va trouver, je ne sais pas au-dessus de Campan, Par exemple, Crabot, prenons. Oui. Qu'est-ce qu'il dit dans un article? Alors, c'est un dictionnaire. C'est une bonne question, et ça permet effectivement de distinguer d'un lexique, quoi. Oui, un dictionnaire d'un lexique. Non, mais je veux dire, ça permet de distinguer ce dictionnaire, de montrer en quoi il est neuf par rapport à ceux qui l'ont précédé, par son contenu. Alors, vous avez d'abord une forme, alors ça on pourra en parler aussi, c'est un autre sujet, c'est pas un autre sujet, c'est le sujet même, mais vous avez... la prononciation. Bon, vous avez une forme lisible par tous du mot, qui est suivie de sa représentation en alphabet phonétique international normalisé, hein, qui donc permet à un scientifique qui est capable de déchiffrer ces hiéroglyphes, de bien quand même cerner la prononciation du mot. Ensuite, vous avez sa caractérisation grammaticale, bon, substantif masculin, bon, ça tous les dictionnaires gascons le... Ensuite, vous avez une définition. Ensuite, vous avez un renvoi éventuel à l'Atlas linguistique de la Gascogne, qui permet justement d'aller se référer à la carte de toute la Gascogne et de voir si cette réalité du chevreau, quels sont les noms qui peuvent avoir... quels sont les noms que peut avoir quelles sont les formes que peut avoir ce mot dans les différentes parties de la Gascogne. Et vous avez une caractérisation aussi, donc une caractérisation géographique tirée de l'atlas linguistique, et puis éventuellement des différences. Par exemple ici, Crabot, dit Massour, partout cette forme, sauf dans une petite zone nord de la Haute-Garonne où on parle de crabic. Bon, le terme de Crabot n'est apparemment pas connu, ou en tout cas, parce que là aussi c'est une des limites de l'atlas linguistique de la Gascogne, c'est que les relevés reposent sur les témoignages de témoins, enfin de sujets parlants qui sont interrogés. Et il y a quand même toujours, là aussi, bon, il peut y avoir, même si ces témoins ont été choisis avec soin par les enquêteurs, vous pouvez avoir quelqu'un qui ne connaît que la forme crabique, et puis peut-être son voisin quand même employait la forme crabotte, mais enfin bon. Et puis ensuite, vous avez, alors ça c'est aussi, parce que c'est un ouvrage dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, vous avez une mention, alors qui peut être effectivement mystérieuse, à ajouter au FEV de etc. Alors le FEV, c'est une... Alors je ne parle pas allemand, donc je vais mal le prononcer, mais c'est le Französische Etymologische Wörterbuch. Ce sont les Allemands. Hein. Les Allemands sont des pionniers, des pionniers et des maîtres de la linguistique, et notamment de la linguistique romane. Le gascon, c'est la thèse de Rolf, dans les années 30. Alors, le FEV, le Französisch, etc., c'est-à-dire tout simplement le dictionnaire des langues, le dictionnaire étymologique, finalement, des langues parlées en France. Et Non, il faut terminer. Je vois qu'on nous fait signe en régie. Ma dernière question à propos de cet ouvrage, ce bel ouvrage très savant de Jean-Louis Massour, à qui est destiné cet ouvrage, après vous? Alors, c'est évidemment une question qu'il faudrait poser chaque fois qu'on se lance dans une entreprise de ce genre. Mais bon, elle est destinée,
je ne vais pas dire d'abord, mais elle est destinée effectivement aux linguistes, aux romanistes, à ceux qui s'intéressent à la langue, en particulier aux langues romanes, et notamment au gascon. Je pense que tous ceux qui s'intéressent et qui étudient le gascon, auront à utiliser ce livre. Et je pense, alors pour ceux qui sont prêts évidemment à faire un petit sacrifice pécuniaire, mais qui tiennent vraiment à ces sujets, c'est comme tout dictionnaire, un ouvrage qu'on peut lire comme ça, comme on peut se régaler du Littré ou y compris même d'ailleurs du Robert, etc. Et puis à tout moment, on peut, si on est intéressé par la langue, si on est intéressé par ses réalités culturelles, techniques, etc., s'y référer. Je vous remercie, Jean-François Lenaille. C'était donc Livre en partage, une émission de Radio Web UTL consacrée aujourd'hui à l'ouvrage qui vient de paraître, Dictionnaire gascon de la Haute-Bigorre, de Jean-Louis Massour. À bientôt.